Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui les créateurs de Sens Hexalogie ne sont pas là, quoique vous êtes quand même parmi vous pas mal de relecteurs quand même, mais bon. Ici, présents aujourd'hui autour de cette table, les Silent Driftiens, on va les appeler comme ça, les membres du forum Silent Drift, dont l'administrateur de Silent Drift, Christophe Beclet. Christophe, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, t'as la pêche là? Je suis à bloc. Tu te sens que t'es à bloc? Je suis grave à bloc. Ouais. Frédéric Synthès, que j'accueille une fois encore sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Frédéric, ça va? Eh bah ouais, très bien. La forme, la pêche là? Ah ouais, la patate. Et Fabien Ilvine qui est avec nous Salut également. Alors toi t'es un tout nouveau sur Silent Drift en fait. Ben oui, absolument. T'as posté combien de messages jusqu'à maintenant? Je dois en être à 3 à tout casser. Oh le dé, attends, t'es à combien de Non, messages? à 3 fils, mais en message doivent être à 12-13 quoi. Moi j'en ai posté plus que Christophe l'administrateur. Donc, Tout le monde sait que le but de Silent Drift c'est de montrer nos avatars et de se la péter. Voilà, de poster le plus possible. Bon, aujourd'hui, on s'est réunis pour vous parler d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur en tant que membre de Silent Drift, le jeu de rôle indépendant, l'indie, comme on l'appelle parfois sur Internet pour le simplifier. La première question que se posent probablement nos éditeurs, c'est quelle est la définition vraiment du jeu de rôle indépendant? Christophe Becler, je me retourne vers toi parce que tu es le théoricien francophone le plus alerte sur ces questions. Merci Romaric. Allez, vas-y, fais péter. Et parle un peu plus fort, sinon on t'entend pas. Sale Suisse. Alors, en premier lieu, je dirais que ça se passe au niveau de l'auteur. C'est ça qui va nous dire si le jeu de rôle est indépendant ou pas. Ouais. Un auteur qui peut se réclamer indépendant est un auteur qui a un jeu dont il détient les droits intellectuels Ouais. et aussi pour lequel il contrôle la publication, la diffusion. Mais tous les auteurs contrôlent les droits intellectuels de leurs œuvres, a priori. Sauf si on les lui rachète. Comment ça? Si tu écris un jeu de rôle sur commande, Ouais, la maison d'édition va t'acheter les droits d'accord, ouais. et est libre de faire ce qu'elle veut avec le texte. Ouais. D'accord, ok. Donc ce que tu signales là, c'est que les auteurs indépendants possèdent leurs droits, donc c'est eux qui ont en dernière analyse savent s'ils vont modifier ou non le contenu de leur jeu. Les éditeurs professionnels Absolument. ont le droit de regard, alors que l'indépendant non, quoi. L'indépendant est seul, donc ouais. il fait ce qu'il veut. D'accord. Et au niveau Maintenant, c'est pas pour dire que toutes les maisons d'édition sont des censeurs qui coupent les textes ou les défigurent, ça c'est pas du tout le but. D'accord. Mais au niveau de la diffusion du jeu, de la communication sur le jeu, même de sa diffusion par rapport au magasin et tout, comment se démerde l'indépendant à ce niveau-là? Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, je dirais. Ouais. Toi-même, tu dois beaucoup travailler pour diffuser Sens. J'en chie, ouais. Tu dois te rendre en convention, tu dois créer une présence internet. Christophe, rapproche ton micro un petit peu parce que je suis pas sûr que nos auditeurs t'entendent très très bien. Ok. Ouais. Et ça va mieux là? Ouais, c'est pas mal. Tu m'as l'air intimidé par le micro, Christophe. Ouais, je déteste les micros. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette définition que vient nous donner Christophe déjà, en premier lieu? Bon, globalement, enfin, on peut pas ajouter vraiment de choses à la définition de ce qu'est un auteur indépendant. En revanche, je pense que ça implique pas mal de choses, de choses par rapport à la liberté de création. En réalité, étant donné qu'on est seul, Ouais. Le contenu. Le contenu finalement, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Finalement, c'est là-dedans qu'on trouve les jeux sans doute les plus innovants. Ouais. Bien que malgré tout, dans le mainstream, il y a quand même des jeux comme Nobilis. Ouais. Est-ce que Nobilis à la base c'est un jeu indépendant ou pas du tout? C'était un jeu pro-édité tu sais pas? Je n'ai strictement Christophe aucune idée. Ouais. Mais... Est-ce que tu connais les gars de 2D sans face, toi? Vous avez. Alors 2D sans face ont traduit D'accord. le jeu. Ils ont obtenu la permission de l'auteur principal, Rebecca Borgstorm. Ouais. Et au-delà de ça, je sais que le jeu lui-même est passé par plusieurs maisons d'édition, D'accord. mais je n'en sais pas plus. Ah oui. Donc voilà. Oui, et donc Fabien? Justement, pour compléter ce que disait Fred, dans le jeu de rôle indépendant, on peut expérimenter tout un tas de choses et proposer des jeux qui sont inédits parce que ça change des habitudes de ce que connaissent la plupart des joueurs.
Donc Ouais. des jeux dans lesquels il n'y a pas de meneur de jeu, la narration est partagée, les rôles sont fixés l'autorité. dès le début. Mais justement, en fait, sur nos voisins de chez Casusno, à un moment donné, il y avait eu un trade qui avait été ouvert et où les gens justement avaient tendance à confondre l'indépendant et le jeu de rôle expérimental. Tu penses que la confusion est valable ou pas du coup C'est-à-dire que l'indépendance permet de faire certaines choses. facilite en tout cas la dimension expérimentale. Mais on doit pas lier les deux. C'est-à-dire que les jeux de rôle indépendants ne sont Absolument. pas nécessairement des jeux expérimentaux. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez, à votre connaissance, il y a un jeu de rôle indépendant qui justement n'est pas du tout, on va dire, expérimental Est-ce que vous connaissez un Christophe Il suffira de... On en reparlera tout à l'heure, mais en fait, tout ce qu'on appelle jeu de rôle amateur Ouais. est par définition indépendant. Ouais, justement, ça aussi, c'est une Donc, confusion. Ouais. C'est une confusion qu'on retrouve souvent. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose peut-être non Oui, enfin finalement c'est vrai que c'est pas mal cette idée, je trouve enfin l'amateur étant englobé dans l'indépendant, mais bien sûr ne s'y résume pas. D'accord. Mais justement, ça va être l'objet de notre prochaine partie. Vous avez vu comme les membres de Silent Drift ne sont pas bavards, c'est hallucinant. Hein. On les voit sur leur forum, ils écrivent des pavés, des trucs énormes où les curseurs sur le côté sont tout petits parce qu'il faut se lire fader d'un truc. Ouais, mais on met 5 heures à écrire 2 lignes, donc D'accord. ça se voit pas après. Sauf Fred, qui est capable de nous faire du texte super intéressant hyper rapidement. La rotative, hein. C'est comme ça qu'on va le surnommer maintenant. Quoi qu'il en soit, donc vous lancez là un débat qui est très intéressant, enfin en tout cas une discussion qui pourrait être très intéressante pour nos auditeurs, c'est la distinction finalement qui existe entre l'amateur, le pro, ou placer l'indie dans tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Christophe? Je pense que c'est pas une même analyse. La distinction amateur-pro Ouais. s'intéresse essentiellement à est-ce que l'auteur reçoit des sous ou pas. C'est-à-dire alors, Un professionnel reçoit de l'argent parce D'accord. qu'il vend son jeu. il est payé quoi en fait. Et on s'attend de lui à ce qu'il ait un certain niveau, un professionnalisme Ouais. dans sa démarche, qu'il fasse un beau livre, qu'il fasse un bon jeu, etc. Ouais. Et l'amateur, de son côté, lui, il fait avec les moyens du bord, un peu à l'arrache. Et il n'a pas forcément... a priori, son jeu sera gratuit en téléchargement sur Ouais. Internet. D'accord. Effectivement, Mais- quand j'avais commencé... Vas-y Christophe, termine, excuse-moi. Mais à ce moment-là, on ne s'intéresse pas vraiment à la création en elle-même. On s'intéresse à est-ce que l'auteur est expérimenté et bien formé dans les différentes compétences nécessaires à créer un jeu de rôle. Ouais. Et est-ce qu'il reçoit des sous? Et est-ce que tu penses finalement que l'auteur indie a un certain devoir d'avoir une certaine qualité de production? Ou est-ce qu'il peut finalement faire une espèce de jeu de rôle écrit sur du papier toilette qui vaut que dalle, et peu importe finalement, ça peut tout à fait rentrer quand même dans la définition? Ouais. Ça regarde chaque auteur, D'accord. puisque justement il est libre de faire ce qu'il veut, de le diffuser, de le publier comme il veut. Donc en Après, fait, bien sûr, c'est son problème. S'il crée quelque chose de moche, si je résume un peu ta position là-dessus, c'est-à-dire que ni amateur, ni professionnel, ni indépendant ne sont des labels qui garantissent la qualité d'un jeu de rôle. absolument pas, non. D'accord. Ouais. Parce Il y a que il y a d'excellents jeux qui ne sont pas du tout indépendants, ça c'est. D'accord, ok. Non, mais bien sûr. Je pense... Non, mais même les amateurs peuvent justement, alors, avoir des qualités. Enfin, comme énormes. ce qu'on entend par amateur, c'est en général quelqu'un qui a créé son propre jeu et le diffuse par internet, Ouais, sous forme de PDF. Selon la définition que j'ai donnée d'indépendant, ouais. il est indépendant puisqu'il détient forcément les droits, puisque Ouais. c'est lui qui a mis le texte sur internet. Et oui. Et il a décidé de ce même fait de la publication, qui est un PDF diffusé gratuitement. Pourquoi est-ce que... Donc tous les amateurs sont des indépendants. D'accord, ok. Et en revanche, un indépendant peut très bien créer des livres d'une qualité approchant ceux des grandes maisons francophones et être payé, de faire du bénéfice sur la vente de ces livres.
Parce que moi, c'est pareil, quand j'avais été m'inscrire sur le GROG, enfin inscrire Sens Renaissance sur le GROG, à l'époque c'était Sens Renaissance tout court, effectivement, les voyageurs du GROG, enfin les capitaines, ou je sais pas comment, les matelots, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom, les matelots du GROG m'avaient demandé si oui ou non je gagnais des sous avec ce jeu. Et ça avait l'air d'être pour eux la distinction qui existait, donc ce que tu dis dans les faits a l'air d'être vrai, effectivement. C'est un peu navrant, non, de se demander si est-ce que l'auteur gagne des sous ou pas. C'est quoi Ouais. On fait référence à un fantasme de pouvoir vivre du jeu de rôle Pour- et que du coup tous ceux qui peuvent gagner de l'argent avec le jeu de rôle sont Des professionnels. quelque chose de professionnel, mais Ouais. je sais pas si c'est ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement Frédéric. que dans le domaine indépendant, en effet, il y a certaines personnes qui se donnent des moyens assez impressionnants. Je pense notamment d'ailleurs au travail que tu peux faire par rapport à Sens au niveau de la communication autour de ce jeu. J'ai l'impression que par moment aussi on pourrait, alors c'est pas l'objectif, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire une distinction à un certain moment entre certains jeux ou certaines démarches de création dans l'indépendant et par exemple dans l'amateur. C'est-à-dire qu'en fait, le créateur qui se dit je vais faire un jeu amateur, Ouais. d'une certaine manière, il peut laisser de côté l'ambition autour du jeu. Il peut très bien se dire je fais faire les dessins par un copain qui dessine de temps en temps, mais qui a absolument aucun bagage technique, etc. Ouais. Un C'est indépendant rigolo, pourrait ça, aussi bien faire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a que finalement on a comment dire C'est marrant parce que moi je me souviens que plus de marge quoi. sur les plaquettes que j'envoyais à la presse, systématiquement je mettais que le jeu indépendant est un jeu de rôle professionnel, mais dont justement tous les moyens de la diffusion du jeu à sa création sont entre les mains de son auteur. Voilà comment moi je définissais le truc. Pour moi, on est quand même des professionnels du jeu de rôle, dans la mesure où nous, avec nos jeux, on va quand même gagner de l'argent. Christophe, tu disais l'autre jour en plaisantant que t'étais suisse, donc forcément les jeux pour toi, t'étais fait pour gagner du pognon. Ah, c'est clair. Donc, je veux dire, moi, c'est clair qu'avec Sens, je ne vise pas de gagner de l'argent, mais juste la rentabilité déjà, ne serait-ce que ça. Voilà. C'est-à-dire que la rentabilité, c'est quoi? C'est de pouvoir se rembourser, de pouvoir payer ses voyages en convention, ce genre de choses. De ton côté, Fabien, qu'est-ce que tu penses de cette distinction? Déjà, amateur professionnel, est-ce que ça rappelle pas en toi certaines choses, certains préjugés? Est-ce que t'as... J'aime pas du tout le terme amateur parce Ouais. que c'est très péjoratif. Mais l'indépendant n'est pas un amateur. Absolument. Ouais. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le terme indépendant pour dire je suis un jeu de rôle amateur en mieux, c'est pas ça. Ouais. Et donc le terme amateur fait, voilà, c'est un truc que j'ai fait dans ma cave, c'est tout pourri, mais comme j'ai dit que c'était amateur, c'est excusé. Ouais. Donc j'aime pas être désigné comme ça et j'aime pas me désigner comme ça. Une distinction quand même qu'on peut faire aussi entre l'amateur et l'indie, c'est quand même, moi il me semble, mais je sais pas, hein, mais il me semble quand même que les amateurs en général sont des jeux qui sont diffusés sur internet dans l'espoir peut-être d'un jour séduire un éditeur qui ensuite le publierait. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas finalement Exact. l'amateur une espèce de transition, une étape intermédiaire avant la diffusion? Christophe, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai strictement aucune idée en fait. Ouais, je sais pas, ouais, Il y a c'est vrai tellement que de c'est- jeux ouais, amateurs. c'est clair. Non, c'est Mais clair. l'histoire te donne raison, oui. Il y a, Ouais. si je dis pas de bêtises, Pavillon. Pavillon Noir, ouais, il y a ça me aussi semble. Patient 13. Katz la mascarade me semble être de cette Alors, oui, je sais pas Cette sorte-là. s'il a eu, si Tlon Nukbar a eu. Ah si, c'est toujours pour parler, enfin aux dernières D'accord, nouvelles que j'en ouais. avais, il est toujours l'édition a été un peu retardée, mais ce sera fait. Et bon, il faut dire que c'est un mec. Alors là, quand on dit que les amateurs ne se donnent pas, forcément toujours les moyens, là pour le coup, Tony Bar c'est un balèze quoi. Je veux dire, Ouais. il s'est donné les moyens vraiment, et c'est vraiment une juste rétribution. Je trouve qu'on reconnaisse le travail accompli. Il se déplace dans des conventions qui sont à l'autre bout de la France, alors qu'il habite quand même en Alsace. Il est frontalier, il travaille entre je suis pas trop sûr, mais je crois qu'il travaille entre la Belgique et la France, ou l'Allemagne et la France, je ne sais plus. Donc c'est un mec qui est vraiment, et il se déplace jusqu'à Rennes quand même. Donc c'est, tu vois, là, il fait des trajets de fou quoi. Moi je le vois dans toutes les conventions où je suis, il est là.
Enfin, je veux dire, il s'est bougé le cul, hallucinant. Il est sur les J'ai forums. l'impression aussi finalement que ce qui a rendu le jeu amateur et indépendant possible, en dehors du fait que finalement le jeu amateur ça peut très bien être je fais mon jeu pour moi. Enfin moi je sais que quand j'ai commencé à devenir à être MJ de jeu de rôle, ben j'étais jeune, j'avais pas trop de thunes, alors je me créais mon propre petit jeu je l'avais sous le coude, c'était sur du papier quadrillé, écrit au crayon, avec des dessins maison, etc. Ouais. Et ça n'avait vraiment pas du tout l'ambition d'être partagé avec d'autres MJ, en fait. Ouais. C'était juste pour pouvoir jouer, en fait. Mais Internet, finalement, a développé la possibilité de se faire des jeux comme ça sur le pouce, et finalement de les rendre disponibles. Ouais, moi j'ai aussi connu des groupes de jeux de rôle où justement les gens chaque semaine ou presque se créaient un jeu comme ça pour le plaisir de la création et du test. Et donc effectivement il y a aussi peut-être encore une autre catégorie à inventer, des jeux comme celui que tu décris, Fred, simplement pour le plaisir de vivre. Et donc ils n'ont pas d'objectif à être partagés, diffusés, discutés, développés en dehors du groupe. Je vois Christophe qui fait des signes. Parce que je t'ai harcelé sur le fait de bien tenir ton micro. Donc voilà. Oh là là, quel calme, Christophe. Si on veut foutre l'ambiance dans un podcast, c'est pas toi qu'on va appeler, clairement. Non, moi je me déguise des fois en clown et puis je vais animer des fêtes familiales. Il faut que j'ai ma panoplie pour pas qu'on me reconnaisse. C'est ça le point important en fait. Alors qu'en fait, c'est un vrai bout en train. Ouais, on dirait pas comme ça. Mais il contrôle sa com, il est malin. Ah là là, celui-là. Bon, quoi qu'il en soit, donc sur cette distinction pro amateur indie ou casé l'indie, c'est vraiment quelque chose d'autre, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est une autre modélisation, en fait. C'est pas une même grille de lecture, je dirais. Voilà. C'est tout simplement ça. Pourquoi choisir l'indie ? J'ai envie qu'on fasse quand même un tour de table sur la question, parce que finalement. Frédéric, qu'est-ce qui fait que toi t'as choisi d'éditer tes jeux de cette manière ? Alors la première chose, c'est que... Est-ce qu'on dit éditer d'ailleurs ou est-ce qu'on dit publier dans ce cas-là, dans l'indie ? Ouais, il s'édite. Christophe. En fait, l'auteur indépendant est un auteur auto-édité. D'accord, ok. Donc il s'édite. Dans la littérature, on appellerait ça l'auto-édition. D'accord. Si je ne m'abuse, donc ouais. D'accord. Après, il y a le risque de l'anglicisme, to publish. Ouais, to edit aussi, qui veut pas dire la même chose en français. Donc il y a sûrement une confusion là. Alors moi j'ai choisi donc l'édition indépendante ou l'auto-édition d'une certaine façon pour faire plaisir à Christophe. C'est génial. Et j'en suis foraise. Super, fantastique. Frédéric dans mes bras. Oui, mais Christophe. Dans le dernier podcast de la cellule où je disais qu'on sortait ensemble, Christophe. Alors là, maintenant, on apprend des choses sur Frédéric. En fait, t'es un énorme partout. La Suisse est neutre, mais bon. Est-ce qu'on pourra éditer ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, en réalité, la première chose, c'est qu'en fait, moi, je crée des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Ouais. Voilà. Franchement, est-ce que c'est pas des jeux qui permettent de jouer des histoires de certes comme ça en certains films, In the Mood for Love par exemple, des films que j'adore chiants, comme quoi. Ça. Voilà, les films chiants. Les films de merde. Ou les films glauques comme par exemple Festen, etc. Moi j'en suis arrivé à créer Psychodrame parce que j'ai envie d'y jouer avec les gens que je connais qui peuvent partager ce goût-là pour ce genre de fiction. D'accord. Mais après le fait finalement de pouvoir le publier, pour moi ça vient ensuite. C'est que pour moi je fais un certain travail et après j'ai qu'à le pousser un peu plus finalement pour arriver à quelque chose qui me paraît publiable et bon pour moi c'est vrai que je rapproche quand même un petit peu l'idée de jeu indépendant avec l'idée de jeu alternatif. Ouais. Même si c'est pas une nécessité du tout, mais comme je fais finalement des choses que je ne vois pas dans le commerce,
chez Jeux Mainstream. D'accord. Ça me paraît d'ajouter un peu cette dimension-là supplémentaire. C'est marrant, comment rêver de rentabilité en faisant des jeux comme Psychodrame? Parce que je veux dire, les éditeurs professionnels, on le sait, ils essayent de faire des espèces, pas d'études de marché, mais bon, ils sondent un petit peu la population rôliste, par le biais des forums, etc. Ils savent exactement combien d'exemplaires ils vont publier à l'année et combien ils vont en vendre en fonction des thèmes qu'ils abordent. Comment est-ce que toi, avec Psychodrame, tu peux penser être rentable un jour? Parce que c'est clair que ça touche un public hyper restreint. Alors le jeu de rôle, c'est déjà un public restreint, mais en plus tu fais dans le jeu de rôle quelque chose de très restreint. Alors c'est vrai que Fabien, tu voudrais intervenir? En ce qui concerne Psychodrame, c'est un peu particulier parce qu'en fait je me rends compte que c'est un jeu qui intéresse essentiellement les rôlistes curieux ou qui ont envie finalement de d'autres choses que explorer des mondes différents, se battre contre des monstres ou finalement faire de la magie aussi. Donc c'est vrai que Psychodrame propose quelque chose de différent à ce niveau-là. Et donc je remarque que c'est aussi un jeu qui plaît à des non-rôlistes en fait. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Tu penses pouvoir un petit peu comme la Wii chez Nintendo ramener un autre public dans le jeu de rôle? Alors ça pourrait être un sacré boulot d'arriver à faire ça. Je pense au moins tenter l'aventure d'une certaine façon. Ah ouais. Donc là-dessus t'as quand même des ambitions quoi. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Fabien, tu voulais intervenir? Ouais. Alors donc moi sur savoir si pourquoi indie ou pas, je suis pas sûr je suis pas sûr à 100% de vouloir être indie. Ouais. Néanmoins, ce qui me plaît beaucoup dans l'indie, je crois que tu l'es dans le cœur. Avec tes histoires de volonté de puissance et tout, je vois même pas comment tu pourrais te soumettre à... Non, là vraiment, Fabien, je vois pas. Mais tu seras forcément seul et héroïque et indépendant. Ce qui me plaît beaucoup dans l'indie, c'est le fait justement de proposer des choses nouvelles, alternatives, de proposer des jeux de rôle qui permettent aux gens de sortir de leurs habitudes. Parce que c'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui nous permet justement de devenir de plus en plus créateur au sens le plus large, le plus beau du terme. Et enfin. Poète, Nietzsche, Fabien se tient à votre disposition. C'est un 36-15. Et merde, tu me fais perdre le fil de mes pensées. Oui, voilà. Et donc en dehors du jeu de rôle, le chemin de la critique, donc par exemple, quand la critique, voilà, des notions comme le développement durable, la décroissance, ce genre de choses. Si j'avais imaginé qu'on allait aborder ce genre de thème. Ah mais c'est la décroissance et le développement durable. C'est complètement lié à l'indie. Je ne fais pas de différence. La thèse est osée. Bref, il y a toujours plus ou moins trois rôles à jouer. Ouais. Qui sont le chemin de la critique. Qu'est-ce que tu appelles le chemin de la critique? Le chemin de la critique, c'est comment les habitudes changent-elles. D'accord. Comment on va se dire, tiens, ce serait bien si on arrêtait d'utiliser nos ressources naturelles n'importe comment. Ouais. Tiens, ce serait bien si les gens étaient heureux dans leur travail. Tu penses qu'en fait il y a une critique rôliste? Il y a une critique rôliste, je pense. On s'entend bien quand changer des habitudes. Changer les habitudes, voilà. Et on va sauver le monde ou pas, comme avec l'écologie? On va proposer des nouvelles. On va proposer des nouvelles habitudes. On va proposer de sortir des habitudes et ce sera déjà extraordinaire. Alors sortons-nous le doigt du cul et donc il y a d'abord dans le chemin de la critique, il y a d'abord l'intello. Donc c'est le type qui va créer, qui va dire en fait ce serait bien si on faisait les choses autrement parce que voilà. Donc ça c'est tous les théoriciens rôlistes. Je pense que Silent Drift a aussi un rôle extraordinaire à jouer de ce point de vue-là, comme laboratoire d'idées, comme think tank rôliste. D'accord. Ouais. Ensuite il y a le militant, c'est-à-dire celui qui va prendre les idées et puis il va les amener au conflit avec le mainstream. Et donc ça va être c'est le mec qui va se faire pourrir la gueule sur tous les forums en disant que c'est mieux. Exactement, en disant je crois qu'on en connaît quelques-uns ici. C'est clair. C'est le type qui en convention va commencer à dire ouais, effectivement, vous savez, des jeux de rôle sans MJ, ça existe. C'est pas du jeu de rôle. Voilà.
Et enfin, il y a le rôle de la personne qui va intégrer les nouvelles propositions dans le mainstream. Donc, on appelait ça le commercial tout à l'heure, mais même si c'est pas vraiment le meilleur terme pour ça, mais c'est la personne qui. Je reconnais des gens là. Va... À chaque étape de description, je reconnais des gens. Et alors, ce qui intéresse, petite parenthèse dans ma parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces positions a tendance à beaucoup engueuler les autres et à beaucoup leur en vouloir. Ouais. Que l'intello a tendance à dire mais les militants ils comprennent rien, les militants disent les intellos ils sont complètement perdus dans leurs idées, et puis les commerciaux c'est des vendus, et puis les commerciaux disent tout le même ils arrêtent pas de m'engueuler, c'est normal, ils sont jamais contents. Alors, je sais pas si j'ai bien compris le principe, mais j'ai l'impression que ça peut bien se passer entre par exemple les militants et les intellos. Oui, absolument. Il y a certains militants qui peuvent décider d'enregistrer des intellos en podcast. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. mais il arrive aussi qu'il y ait des sacrés clash. Enfin bon, fin de la parenthèse. Okay. Et ce que je trouve justement intéressant dans le jeu de rôle indépendant, ce que disait aussi Christophe, c'est que l'auteur indépendant peut faire peut prendre les trois positions. Les trois casquettes, quoi. Les trois casquettes, avec plus ou moins de bonheur suivant ses propres capacités, hein, parce que voilà, on est ce qu'on est. Et ça, je trouve ça très très fort. De pouvoir proposer de nouvelles manières de jouer. Et faut pas croire, le jeu est quelque chose d'essentiel dans une civilisation. Pour toi, ça. Et donc, moi, c'est ce que j'aime dans le jeu de rôle indépendant. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à Silent Drift et à faire lire de la théorie. Et donc voilà, si je me déclare indépendant, ce sera justement pour cet aspect de critique. D'accord. Et alors, excuse-moi encore. Mais vas-y. Hein, je garde encore le micro. Ce qui me fait un peu reculer devant l'indépendant, et ce qui me fait douter, c'est justement Et toi, ne sois pas un social trait narrativiste. C'est la troisième position. C'est-à-dire que j'ai été payé par Ron Edwards. Allez, on parlera peut-être de Ron Edwards tout à l'heure, parce que les auditeurs vont rien comprendre. D'un coup, il y a un mec qui arrive, espèce de messie. Bref. Donc ce qui me fait les réserves. Les réserves que j'ai par rapport au jeu de rôle indépendant, c'est par rapport à la troisième position. Donc la personne qui va faire entrer les nouvelles habitudes dans le mainstream. Il faut le reconnaître, les éditeurs ont une puissance de diffusion, une image que je pense on aura énormément que moi en tout cas je sais j'aurai énormément de mal à avoir, et donc voilà, il me semble que alors je sais moi j'ai des réponses à te donner là. Je sais que toi t'as fait énormément que ta casquette commerciale tu l'as énormément développée, mais voilà, moi je me dis qu'un jour céder mes droits à un éditeur dans lequel j'aurai confiance pour que Monostatos soit diffusé, parce que je trouve que il en vaut la peine, et que tout seul ça restera un truc un peu dans sa cave. Je trouve que c'est tout à fait ce sera un vrai choix à faire dans le futur. C'est vrai que peut-être le simple fait de se trouver déjà en boutique, alors là, ça peut moi je vais vous donner envie, les gars. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc bon, voilà, comme vous le savez, moi je m'intéresse à Sens. Hein. J'ai essayé de diffuser, de publier ça sur le GROG, sur Sci-Fi Universe et sur plein d'autres annuaires. Déjà, ça fonctionne très très bien. Premier point. C'est-à-dire qu'au niveau de la diffusion, de la publication, de la promotion du jeu, faire ça uniquement, c'est déjà excellent. Ensuite, deuxième point, il y a les conventions. Faut pas croire, hein, les éditeurs, qui soient professionnels ou pas, ils sont sur les conventions, c'est indispensable. Donc là déjà, il y a deux choses qu'on a en commun. Déjà. Alors maintenant, on va parler des boutiques, si vous le voulez bien. En boutique, il y a quand même des marges qui sont rognées à tous les niveaux. Au niveau de la diffusion, il faut que la boutique gagne sa marge. L'éditeur également. Et puis bon, en plus, généralement, c'est des jeux qui engagent beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de thunes qui partent un petit peu à droite à gauche. C'est un truc de maboule à ce niveau-là. Et donc là-dessus, en tant qu'indépendant, t'as un avantage, c'est que tu diffuses sur Internet,
Maintenant, aujourd'hui, qui n'achète pas de produits parmi les rôlistes? Qui n'achète pas de produits sur Internet? Je pense qu'il n'y en a aucun. Tout le monde achète ces objets, ces bouquins de jeux de rôle sur Internet. C'est vrai qu'en plus il y a pas mal de boutiques sur Internet comme... Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on j'en ai en pas a en tête. à faire? Et d'ailleurs, c'est un des gros débats. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement Ludic Bazar, des boutiques, franchement? Qu'est-ce que, en tant qu'indépendant, moi, être dans les boutiques, ça ne m'intéresse pas. Et je vais même te donner un argument pour te le montrer encore plus. Les seules boutiques qui m'intéressent, c'est celles dans lesquelles il y a un mec derrière la caisse que je connais et qui est un gars qui pourra éventuellement me donner des retours. Parce qu'un des trucs qu'on oublie dans le jeu de rôle indépendant, c'est que puisque c'est toi qui envoies les bouquins aux gens, tu as leur mail. À partir du moment où tu as leur mail, moi je les spamme pas, je leur envoie pas de questions, je leur pose pas de questions, etc. Mais ça veut dire que tu peux éventuellement, en cas de souci, ils vont te renvoyer un mail, parce qu'ils ont le tien également, ils vont te faire des critiques, ils vont te faire des remarques, etc. Tu es beaucoup plus proche en fait de ton lecteur, et donc beaucoup plus à même de réagir. D'accord. Et ça, c'est capital à mon avis. Les retours sur les jeux indépendants, tu as une proximité en fait directement avec tes lecteurs qui est énorme. Et en plus, il y a un truc, c'est que les lecteurs, lorsqu'ils achètent ton bouquin, ils les achètent pas à un magasin. Ils les achètent à un auteur. Et ça, en termes de... Ils se disent, bon bah voilà, je donne des thunes C'est drôle, à un ça me fait auteur. penser à quelque chose, ça. C'est qu'en fait, pas mal de gens utilisent le jeu de rôle, en fait, ils aimeraient parfois être auteurs, être cinéastes. Enfin, j'ai eu de temps en temps des petits échanges avec des personnes comme ça. Et d'ailleurs, c'est un peu mon cas aussi. Le jeu de rôle, c'est une manière de créer une œuvre de fiction Ouais. et d'avoir son public en face. Et ce qui est drôle, c'est que dans la diffusion, tu T'as une proximité. parles, voilà, du C'est même excellent, phénomène. c'est Ouais. vraiment excellent. Mm. Et ça c'est vraiment, en tant qu'auteur, c'est super agréable. Et en tant que lecteur, c'est super agréable aussi. Parce que du coup, les gars, s'ils ont une question, ils te la posent via mail. Ils savent que tu es disponible. Ils savent que tu es là pour répondre à leurs questions. Ils peuvent te faire des critiques aussi parce qu'il y a une proximité. Il y a une complicité, en fait, mine de rien. Moi, je vois sur le forum de Sens, ça marche très très bien. On répond à leurs questions par le biais du podcast, etc. Il y a une proximité à ce niveau-là. Et puis, il faut bien se dire une chose, c'est que les magasins, ils n'ont pas besoin du jeu de rôle pour exister. Le magasin, s'il se contente de faire du jeu de rôle, il crève. Ce qui les fait vivre aujourd'hui, les magasins, c'est soit les énormes jeux de rôle mainstream qui sont américains et donc qui ne nous concernent pas quelque part. On voit les rayons se réduire comme peau de chagrin. Voilà, de toute façon, maintenant, façon. au fil des années, on voit. C'est les cartes, c'est Pokémon, c'est Magic, c'est les Yu-Gi-Oh! C'est ça qui fait vivre les magasins aujourd'hui. Mais néanmoins, la présence en magasin, je pense, est quand même importante. Ne serait-ce que parce que il y a plein de jeunes rôlistes qui arrivent au jeu de rôle à travers d'autres loisirs. Moi, je sais que c'est parce que c'est le bouche à oreille quand même. J'ai feuilleté un bouche à bouquin oreille. Warhammer un jour où j'étais venu acheter de la figue. Que je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a un livre qui parle de ça. Les seuls trucs sur lesquels les mainstream vont avoir des facilités à communiquer, c'est par exemple sur les salons ou des choses comme ça, où ils ont davantage, les gros éditeurs ont davantage peut-être d'argent à débloquer, parce qu'ils brassent des plus grosses sommes. Mais franchement, si ton jeu indépendant il marche bien, je te jure que tu auras très vite les moyens de t'acheter tes petites affiches pour bien présenter. Tu auras très très vite les moyens. Il y a pas de D'une souci. certaine façon, c'est une autre façon aussi de concevoir la communication, le format aussi. Je pense le format, ouais, carrément, ça joue. Moi, vis-à-vis des magasins, et puis il faut voir autre chose aussi, c'est que les vendeurs en magasin, je veux dire, c'est très très rare les fois où tu tombes sur un vendeur qui connaît vraiment bien le jeu de rôle et qui va t'expliquer exactement ce qui est dans le bouquin. Quand les mères de famille vont s'approcher du bouquin, qui vont demander tiens, est-ce que mon gamin fait du jeu de rôle, est-ce que je peux acheter ça, rares sont les vendeurs qui vont pouvoir donner de bons conseils. Moi, je vois vis-à-vis de Sens. Oui, j'ai envie de s'il était vendu en magasin, je dirais qu'il est interdit au moins de 18 ans. Carrément même. Alors, j'ai eu des joueurs de 15 ans qui étaient des joueurs exceptionnels, mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait une mère de famille qui prenne le bouquin de jeu de rôle de son gamin et qui dise à un moment oui, vous êtes un dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel intérêt, par exemple, dans mon projet, tu crois vraiment qu'en magasin, par rapport à Monostatos, tu vendrais davantage ou tu aurais une meilleure diffusion? Certainement pas, en plus, en se revendiquant de Nietzsche.
Ah oui, qui, comme tout le monde sait, est un grand méchant. Ouais, bon. Ouais, et puis C'est- c'est vrai que le bouche à oreille a quand même beaucoup plus d'impact, Mais il bien semble, sûr. dans la diffusion de, déjà de l'activité. Les magasins, moi je dis que. Oh, je m'en prends plein la gueule. on Non, n'a non, pas mais- besoin- non. Et, Non, non, mais sincèrement, Non, 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 comment, mais- comment est-ce qu'on a appris à jouer au jeu de rôle? Moi, c'est mon frangin. Toi, j'imagine que c'est aussi quelqu'un qui t'a Ouais. fait découvrir. Ouais, ouais. Je sais pas en ce qui te concerne. Moi, j'ai appris tout seul, comme un Oh, arrête. Mais oui, c'est Bien sûr. Ubermensch. Et il est arrivé aussi. Et puis, puis il est arrivé C'est sur pour ça Terre qu'il est en l'an indépendant, zéro, en fait. ouais, n'importe quoi. Non mais enfin, Fabien, c'est pas du tout pour t'en mettre plein la gueule, mais c'est quand même pour te présenter aussi les bons aspects de Ouais. l'indépendance. Et tu vois, mine de rien, hier soir, je recevais un mail, j'avais 2 bouquins de vendus. Tac, ça fait 55 € qui rentrent directement dans ta poche. Tu vois le gars, tu peux lui parler, tu peux lui répondre éventuellement. Tiens, mais comment? Par exemple, un truc tout con. Moi, ça me permet de leur poser des questions quand on commence à entamer la discussion, parce qu'encore une fois, je ne spamme pas. Mais ça me permet d'entamer la discussion. Bah tiens, comment est-ce que tu as rencontré mon jeu de rôle, etc. Tu fais directement une enquête de qualité auprès des gens qui t'achètent. Donc tu as une réactivité par rapport à des éditeurs professionnels qui est énorme, qui est beaucoup plus importante. Qui plus est, vu que le nombre de tirages est inférieur à ceux des éditeurs professionnels, tu peux, si par exemple un mec voit une coquille ou une... Hop, tac, tu corriges, et à la prochaine fois que tu imprimes, pouf, Enfin, c'est génial. Enfin, je veux dire, moi je n'y vois que des avantages. Voilà, je m'arrête là pour les bons côtés. Il y a des mauvais côtés. C'était le monologue de Romeric. Non, il y a des mauvais côtés. Il y a des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que la promotion sur Internet. Ouais, et puis t'es un peu tout hyper seul par épuisant. moment quand même. Voilà, aussi. tu te sens vraiment seul. T'es tout seul. Tu dois. Puis parfois, t'as un peu l'impression de gêner. T'es là, bon, excusez-moi, je voudrais faire de la pub pour Ça mon peut jeu. être aussi assez difficile de démarcher des illustrateurs si t'en connais pas personnellement. Ouais, ouais. Oh, D'où l'intérêt d'une communauté. je vais te dire, pour démarcher un illustrateur, faut des euros et puis voilà quoi. Mais non, l'intérêt de la communauté, c'est justement Christophe qui va nous la présenter. Christophe, pourquoi est-ce que tu as choisi l'indie? Pour ça, il faut retourner, je pense, 8 ans en arrière. 8 ans en arrière. Voilà. Là, il faudrait mettre des petits Ah, ça va être inaudible ce truc. Donc Le bref, mec qui on jouait à Donjons et Dragons, on jouait à Agon, Ah ouais, on fait un donc petit peu de Vermine. que des jeux de rôle indépendants donc. Voilà. Et en fait, Et alors, qu'est-ce qui s'est ça passé? me bouffait beaucoup de temps de préparer des scénars. Et de toute façon, les scénars, les gens ils se faisaient chier. Parce que c'était pas bon ce que je préparais, ou bien c'était. Ouais. Parce que de toute façon, ils voulaient faire leurs propres histoires, ils n'avaient pas envie de suivre Ouais, puis, ma préparation. il y a toutes les erreurs qu'on peut faire aussi. Ouais, enfin, bref, que c'était. On était, ouais, à un moment avec un autre ami qui était MJ, on est arrivé à un stade où on se dit, mais on arrête quoi, je sais pas. Ouais. Et on a beaucoup moins joué, et ensuite on est arrivé à. Je suis tombé sur un site qui s'appelle The Forge, The Forge. voilà, qui est un site qui se propose. Comme Avec un lieu des de nains qui forgent des trucs. Ouais, des petits gobelins jeux de rôle, aussi, voilà. qui se propose de fournir un terrain de discussion pour des auteurs indépendants et les gens qui aiment y jouer. Ah bon, moi je savais pas trop ce que c'était. Avec Christophe, la Messie du Peps, parce que la forge quoi. Tu Ouais, sors la mais- guitare électrique, tu chantes. Il fait un vieux fuck l'enculé. T'en fais pas, ouais. Tu vas Et dire je suis un tombé droit sur un fort. petit jeu super sympa qui s'appelle The Pool, qui en gros ne résout ta gueule, Romaric, qui Non, c'est ne P-O-O-L. Allez, continue, ouais. Christophe, vas-y. qui Courage. ne fait rien d'autre que dire finalement sur un lancer de dés qui c'est qui raconte l'issue de l'action. Bon bah voilà, c'est très drôle. Bon, on a essayé ça et c'était juste magique parce que chaque joueur pouvait apporter quelque chose, etc. Et du coup, j'ai regagné un vif intérêt pour le jeu de rôle et j'ai ressorti de mon placard les projets d'écrire des jeux de rôle, tout ça. Et je me suis dit, ouais, mais il faut que je fasse un truc comme ça, il faut que je m'intéresse à toutes ces nouvelles façons de jouer. Donc là, on retrouve le lien entre jeu de rôle indépendant et jeu de rôle expérimental. D'accord. Pour moi, ça a effectivement fonctionné dans ce sens. Et au fil des années, ben, j'ai jamais écrit de jeu. Jusqu'à maintenant où j'ai Innommable qui est en bonne voie. Ouais.
Et avec tout ce que, avec la forme qu'il a actuellement, je pense qu'il serait assez difficile de le faire éditer par des maisons de jeux de rôle. Et pour toutes les raisons que tu as citées avant, la proximité avec ceux qui l'achètent. Peut-être aussi la ressemblance avec les habitudes des rôlistes, non? J'ai l'impression que ça... Enfin, là, j'en sais rien, j'en ai jamais discuté. Quoique si, c'est avec le Grumpf, j'ai l'impression qu'il y a besoin finalement que l'acheteur se reconnaisse dans le produit à un certain moment. D'accord. Alors j'espère que le Grumpf ne m'en voudra pas de lui prêter des paroles approximatives. Mais bon, c'était un peu l'idée quand même. Ouais. Et donc, et aussi l'autre aspect, c'est que ça m'intéresse beaucoup de voir toutes les étapes de la production d'un jeu de rôle. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un la rédaction, ouais. toutes les réflexions qui vont autour, les tests, les parties de tests. Des fois, on est en pleine partie et tout d'un coup, on se rend compte que ça ressemble plus à rien. On est obligé d'arrêter, on est obligé de discuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Et ce va-et-vient, discussion avec d'autres personnes via Internet, via des conventions, tout simplement avec les amis. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté qui reviennent ensuite alimenter la rédaction, etc. Donc il y a vraiment un cycle super motivant. On fait progresser la chose. Et après, moi, je me suis toujours un peu intéressé à la mise en page. Je voulais un peu toucher, savoir ce que c'était. Et ben finalement, en mettant tout ça ensemble, on a déjà un PDF. Et finalement, avec un PDF, nos jours, on peut démarcher un imprimeur digital, ouais. Faire des petits tirages. Bon, il faut avoir un peu d'argent au début, mais on peut imaginer 50 à 100 exemplaires. Ouais. Et ensuite, démarcher comme tu le fais sur Internet, en convention. Le contact avec les gens qui sont suffisamment enthousiastes pour dépenser de l'argent pour notre jeu. Ouais. Ça, je trouve ça formidable quelque part. Donc j'ai envie de vivre cet échange, d'être au plus près de cet échange-là. Ouais, quoi. Si déjà cette personne me fait suffisamment confiance pour me donner de l'argent, je veux presque la rencontrer d'une certaine manière. Ouais, c'est clair. C'est ce que tu disais. Donc, c'est quasiment ça, quoi. C'est de connaître tous ces acheteurs finalement. Et après, on fait le calcul, comme toi tu l'as présenté. Toute la marge va essentiellement pour ma pomme. Donc même si j'en vends 10 fois moins, c'est pas sûr que je me fasse moins d'argent que si j'étais passé par un éditeur qui me proposait tant de % sur le prix de la couverture. Et ça, c'est non négligeable pour nos auditeurs qui nous écoutent. Non négligeable, vraiment. Finalement, je préfère avoir moins de clients, entre guillemets. Ouais. Mais d'avoir un certain contact avec eux et de pouvoir leur garantir de A à Z que ce que j'ai fait, c'est ça que je voulais leur proposer. Ouais. De ne pas me faire changer des illustrations au dernier moment parce que il n'y a pas assez de seins sur les illustrations, etc. Enfin, je crois pas que dans le milieu du jeu de rôle il y ait ce genre de considération quand même. Tu regarde toutes les illustrations, c'est extrêmement érotique. Ouais, mais bon, je pense que c'est plus le fantasme des rôlistes illustrateurs qui dit ça, mais je crois pas qu'il y ait une pression de la part des éditeurs de les mettre des nibards dans les bouquins. Ouais, ça c'était caricatural, mais le fait est que bon. Moi, c'est pas ça que je recherche. Moi, j'ai fait un petit peu d'illustration, un tout petit peu. C'est vrai que c'était plutôt. T'es libre, en fait. Après, bon, c'est vrai que faire un bestiaire, c'est rare que. Enfin, tu peux y mettre des nichons, mais c'est pas forcément. Ça sera encore un sujet de une grande liberté. Crois, parce que... Ouais, c'est peut-être un autre sujet. Oui, tout à fait. Ouais. Donc. J'en étais où? Je disais, donc je pouvais garantir au client que voilà, ça c'est vraiment le jeu tel que je veux lui présenter. Ouais. Garantie pure transpiration. Qu'est-ce que c'est que cette expression suisse? Garantie pure transpiration. Ouais. Bon, ça parle. Non, mais ça c'est clair que c'est un truc qu'on n'a pas vraiment dit aussi, mais c'est vrai que en termes de jeu de rôle indépendant, pour transmettre entre guillemets un message ou une vision du jeu, ce genre de choses, c'est plus facile parce que dû à cette proximité et dû au fait que t'as pas d'exigence commerciale. Tu dois pas en vendre tant d'exemplaires ou tant.
C'est-à-dire que quand même, c'est toujours par rapport à cette étude de marché, quand on fait des études de marché pour créer ensuite des choses, ce qui se passe en général, c'est qu'on crée ce que les gens attendent, mais donc oui, effectivement, il n'y a pas d'innovation, etc. Exact. Le lien à nouveau avec la critique. Ouais, En même temps, c'est vrai que, moi je vois John Doe Édition par exemple, ils ont une certaine audace dans leur, Ah non, dans leur mais création. non mais Grumpf, encore une fois, en termes Puis, bon, Grumpf, c'est quand même quelqu'un qui est très sage à ce niveau-là. Il va se renseigner un petit peu partout. Il n'hésite pas du tout à lire des jeux de rôle amateurs pour voir ce que ça donne. Bon, il traîne pas mal aussi sur Silent Drift de temps en temps. Il vient traîner ses guêtres pour lire un petit peu. Mais pour lui, en fait, ce qu'il cherche dans Silent Drift, justement, c'est des expérimentations, des bouts de système dont il va pouvoir s'inspirer pour gérer tel ou tel aspect d'un jeu plus vaste. Enfin, tu vois, par exemple, Psychodrame, si ça pouvait l'intéresser, ce serait éventuellement pour gérer certains types de conflits sociaux, tu vois, machin. C'est comme ça un petit peu qu'il va piocher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il me le disait la dernière fois. Donc voilà. Oui, Christophe, tu voulais intervenir ? Frédéric a soulevé la question de la communauté indépendante. Ouais. Et je pense que on peut peut-être passer à ça. Ouais, d'accord, ok. La transition. Silent Drift. Voilà. Silent Drift. Donc Silent Drift est essentiellement le pendant francophone de la Forge. Même s'il n'y a pas de reconnaissance officielle, c'est plus... Ron Edwards, t'as pas donné une petite médaille pas de médaille. Tu l'appelles papa Si, mais ça c'est pour d'autres raisons. Donc, D'accord, ok. Moi je crois que tu l'appelais Seigneur, mais... Maître Ron Edwards. C'est donc plus une descendance spirituelle. Ouais. Donc je tenais déjà un petit forum depuis longtemps où je voulais pour parler de mes petites créations, Donjons et Dragons, les classes de prestige que j'écrivais à l'époque. Tu veux qu'on le cite ou pas ? Il n'existe plus. Jura jeu de rôle ? Non, rien à voir. Ah, rien à voir ? Je croyais que c'était ça. Non. Okay. Et au fur et à mesure, il y a des gens que je rencontrais sur des forums qui disaient « Ah, mais moi j'écris un petit jeu de rôle » et puis tout ça. Et donc ça c'est en parallèle à ma découverte des jeux indépendants. D'accord. Commencer à créer un forum qui permettait aux gens d'échanger sur leur création, de faire des retours sur leurs tests. Oui. Et au fur et à mesure, c'est devenu je me suis beaucoup inspiré de la Forge pour mettre en place vraiment un terrain de discussion pour différents auteurs indépendants qui voulaient bien venir et les gens qui y jouaient. Peut-être la plus grande nouveauté apportée par la Forge, c'était qu'on parlait de nos parties en fait. D'accord. On va jouer un jeu et on va raconter ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle des rapports de partie. Un rapport de partie. Ouais. Ou un compte rendu, enfin c'est égal. Ouais. Et là ce qui est important c'est de non seulement décrire ce qui s'est passé dans les événements qu'on a imaginés ensemble, la fiction, enfin c'est pas juste l'histoire qui en est sortie, c'est comment les gens ont participé à la création de cette histoire autour de la et table. comment le système a participé lui aussi à inciter des gens à dire quelque chose ou à faire telle et telle action. Et ça aide à progresser pas mal, j'ai trouvé. D'accord. Moi je confirme. Là. Ouais, moi aussi j'en ai beaucoup profité. Donc. Et c'est peut-être justement ça l'outil critique le plus important qu'on ait, si je veux revenir sur la vision de Fabien, sur ce site. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, Silent Drift, il y avait quand même des rubriques qui étaient totalement différentes de celles qu'on trouve sur la Forge. Et au fur et à mesure, tu les as abandonnées pour revenir finalement à un format plus proche de la Forge. Exact. Par exemple, la rubrique théorie a disparu. Alors la rubrique théorie était en fait calquée de la Forge, mais la Forge a aussi fermé la sienne. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des rubriques de Silent Drift et de rapidement de la raison d'être Ouais, en fait, bonne idée. Parce que pour les gens qui débarquent sur le forum, c'est souvent une grande interrogation. Donc il y a essentiellement deux catégories de rubriques. Les rubriques générales et les rubriques des auteurs. Des auteurs indépendants. Les rubriques d'auteurs sont simplement Romaric qui a une rubrique pour parler de ses jeux, Frédéric en a une, quelques autres, y compris moi. Là, les auteurs font ce qu'ils y veulent, essentiellement ils parlent de leurs jeux, les gens viennent leur poser des questions. Et dans les rubriques générales... Et comment on fait pour avoir une rubrique d'auteur ? Alors j'y reviendrai. D'accord. Dans les rubriques générales, on a essentiellement toute la démarche de ce que fait un auteur. La première rubrique s'appelle idée. L'idée, quoi. Voilà.
comment le jeu tient d'un coup. Tiens, je vais faire un tiens, jeu. J'aimerais bien faire un jeu qui parle de ça. Et on peut venir en parler. Ouais. Ça, c'est avant qu'on ait même testé quoi que ce soit. C'est vraiment une idée pour laquelle on serait tenté de bûcher dessus. Et là, on peut commencer à dégager les premiers principes, dans le but d'atteindre une première version à tester. Et ça, j'encourage toujours de rapidement passer à du test, même si ça a l'air bancal. Une fois qu'on a testé le jeu, on passe à la rubrique bande essai. On décrit justement, on fait un rapport de partie de cette partie de test. On analyse, d'autres participants vont faire des suggestions qui nous permettent de sortir de certains problèmes qu'on a rencontrés. Ouais. Et là, il y aura tout un aller-retour entre test, discussion. On affine au fur et à mesure. D'accord. On peut rester longtemps dans cette rubrique d'ailleurs. C'est même celle où on reste le plus longtemps. Ensuite, une fois que ça c'est bon, on pourrait passer à la rubrique publication. La rubrique publication permet de poser toutes sortes de questions sur comment s'y prendre avec un jeu donné afin de le diffuser, pourquoi pas le faire imprimer sur du vrai papier. Donc quelles sont les options? On demandera à Romaric comment il s'y est pris, puisque lui il a déjà fait. Et lui nous expliquera les travers, qu'est-ce qu'on doit faire avec les numéros ISBN ou je ne sais pas. Et ensuite il y a encore quelques autres rubriques. La rubrique partie, qui est peut-être la meilleure pour commencer. C'est une rubrique où on fait des rapports de partie sur n'importe quel jeu qui est terminé, qu'il soit indépendant ou pas d'ailleurs. Ouais, ton micro. Ouais. Ouais. Et ça c'est bien pour commencer. Ouais. C'est très bien pour commencer parce que ainsi le participant peut vraiment décrire ce qu'il apprécie dans le jeu de rôle ou ce qui l'embête, et on va mieux comprendre ainsi qu'est-ce qui pourrait le motiver dans sa création, s'il se veut créateur. Sinon... Il y a une chose relativement importante, c'est qu'en fait cette idée de faire des rapports de partie, elle vient aussi du constat que quand on parle de certains sujets, certains points ça peut être de règles un peu théoriques, etc., au sujet du jeu de rôle, personne en fait n'a véritablement la même expérience. C'est assez difficile de parler. C'est clair. Rien que quand on parle de système, personne n'a le même avis sur le système, parce que certains finalement, au niveau des techniques de règles, vont les mettre un peu de côté pour se concentrer sur d'autres aspects d'interaction entre les joueurs. Certains au contraire vont trouver ça extrêmement important parce qu'ils prennent du plaisir à surmonter des épreuves, etc. Donc finalement le fait de se baser sur des rapports de partie, ça permet en gardant une lecture charitable de ce que les autres disent, eh bien de se reposer sur une expérience et donc de ne pas partir dans cette espèce de grand brouillard foisonnant qu'est le jeu de rôle. En fait. Avant de faire de la théorie, dis-moi d'abord comment tu joues pour mesurer un peu les concepts que tu emploies, comment tu les emploies. Juste pour comprendre d'où tu viens, comme on dit des fois. C'est vraiment intéressant. C'est une excellente thérapeutique contre les discussions ou de forums comme on en voit parfois où chacun parle de son truc et puis on sait pas les gens s'engueulent tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes. En fait, j'ai jamais vu une conversation sur un forum en dehors de Silent Drift et d'Antonio Bay, sur lequel parfois souvent il y a des discussions très constructives où les gens ne s'engueulent pas en fait. C'est systématiquement dès qu'on parle de jeu de rôle, c'est hallucinant. Je comprends pas pourquoi tous les gens se retrouvent obligés de gueuler comme ça. Ça pourrait être un sujet de podcast, ça, mais. Ouais, c'est pas le sujet, d'accord. Ok, très bien. Il reste une dernière. On voit qu'il y a le caleçon dans ce podcast. Hein. Il reste 2 rubriques en fait. La rubrique connexion. Donc ça c'est pour faire de la pub pour un grand magasin d'électroménager, c'est ça? Exactement. D'accord. Ah non, ça c'était. Voilà, j'essaie d'être gentil. Essaye d'être cool, ouais, parce que pour l'instant, espèce d'autoritaire, de dictateur de merde. Tu pourrais lever la main avant de prendre la parole, s'il te plaît? Excuse-moi. Donc la connexion, ça sert à quoi? On peut faire des appels à l'aide. Ah, j'ai besoin d'un illustrateur, j'ai besoin d'un relecteur, j'ai besoin de testeurs externes, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire la mise en page, etc. Ouais. On peut aussi proposer son aide. Je crois que Frédéric avait une fois fait
annoncé en tant qu'illustrateur. Ah ouais. C'est vrai, Oui. ça. Oui. Ouais. Et on y parle aussi des conventions auxquelles on ira, donc on s'organise pour Se rassembler. ou alors pour la convention Orchidée à Lausanne, j'y suis allé et j'ai représenté des jeux des autres auteurs. Ouais. Et En fait, Ça, c'est bien pratique aussi. Ça c'est bien quoi. C'est Ça, qu'on a une donc ça, communauté qui échange Voilà. des bons procédés, si j'ose dire, quoi. Et, ouais, et notamment, on se soutient dans la diffusion et tout ça. voilà, et D'accord. notamment quand on crée un jeu souvent et qu'on a l'habitude de le mener, on se rend plus tellement compte des techniques qu'on emploie de manière un peu inconsciente en fait. Et le fait d'avoir d'autres Des échanges. créateurs ou tout simplement rôlistes qui peuvent prendre le jeu en l'état et le tester et nous faire des retours, ça aide énormément à le faire progresser. C'est vrai que du coup, on a des retours. Et comme dans le monde professionnel, finalement, il y a la possibilité d'embaucher des testeurs. Là, ça nous permet de pallier finalement au manque de moyens pour faire ça. D'accord. Et Christophe, Silent Drift, t'en es content? Ça tourne bien? Oui, ça se passe bien. On a finalement réussi à se rassembler déjà nous 4. Ouais, c'est clair. Il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres qui ne sont pas là Il y a pour ce podcast. des jeux incroyables qui sont en cours de gestation, qui sont en cours de publication. Ouais, Et ouais, je pense que les objectifs sont atteints. d'accord. Et vis-à-vis de la forge, est-ce que Silent Drift fait des retours en fait à la forge régulièrement? Est-ce que tu discutes avec Ron Edwards des jeux qui sont créés en France et est-ce que tu lui en parles? Alors, j'aimerais faire une petite remarque à la façon dont tu l'as formulé. Il n'y a pas de retour à faire à la forge en tant que telle. La forge, ce sont des jeux, c'est rien d'autre qu'un lieu où il y a des gens qui se rencontrent. Donc la seule manière de faire un retour à la forge, ce serait d'y participer. Ouais. Et pour l'instant, non. D'accord. Ça prend tellement de temps d'écrire un rapport de partie, ça il faut l'admettre. Donc en fait, ouais, si tu... Ouais, c'est un vrai travail. Je préfère en parler avec leurs auteurs que Moi, d'aller. je t'explique pourquoi je te pose la question. C'est parce que l'autre jour avec Fred, on se demandait vis-à-vis des traductions anglaises des jeux qu'on fait sur Silent Drift, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir ça directement avec eux, quoi, avec des gars sur la forge. Enfin, je sais pas. Dans quel sens? Bah, par exemple, de proposer nos jeux à ces types-là pour voir si ça les intéresse, de les traduire. La Peut-être en meilleure échange démarche à ce ouais. moment-là, c'est de commencer à parler de vos jeux via la rubrique partie de la Forge. On n'est pas tous anglophones. Ah bah oui. Parce que sinon les gens vont pas s'intéresser à vos projets. D'accord. Si on sait pas ce que c'est votre jeu, ben il n'y a aucune raison qu'on le traduise. Il y a ça qui est intéressant ensuite, aussi. Vous pourrez établir des contacts avec différentes personnes qui peut-être voudront traduire ou pas. Mais c'est à chaque individu de la Forge de voir s'il a envie de travailler sur votre projet ou pas. D'accord, ok. Ouais, donc en lien avec ça justement, ce qui est très intéressant sur un forum communautaire et sur les rapports de partie, c'est que ça nous permet aussi de voir un peu ce que le jeu a dans le ventre. En fait, de voir des rapports de partie. Et donc, par exemple, Christophe avec Innommable, Fabien avec Monostatos, Romaric avec Sens, et puis les miens, et puis il y a aussi Julien, etc. Et d'autres, Ouais, un tas d'autres personnes, Shamzam et voilà, Lionel. qui viennent faire des rapports de partie de leur jeu. Du coup, on arrive véritablement à avoir un aperçu de ce que le jeu peut offrir comme expérience. Et ça, c'est très intéressant parce qu'après, du coup, on peut avoir envie de les acheter. Et c'est vraiment, je trouve, bien plus constructif que de faire une présentation de... Voilà, mon jeu sert à faire ceci, à faire cela. Ça reste toujours très abstrait. Au final, on ne sait pas ce qu'il y a dans le jeu. Et quand on l'achète, surprise. Ouais, c'est un peu la boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Donc si je résume un petit peu l'organisation de Silent Drift rapidement, on a d'une part les idées, c'est-à-dire le moment tiens, j'ai une idée de jeu de rôle. Ensuite le banc d'essai où on va commencer à tester un petit peu cette idée, voir jusqu'où elle peut nous mener et voir si le système qu'on a créé pour elle tient le coup. Ensuite, en troisième lieu, on a la publication, donc lorsque l'idée est testée, validée, et qu'on peut le publier, voire discuter pour voir comment on va s'y prendre. Et puis la connexion qui sert un petit peu à relier des artistes pour vraiment créer le corps du bouquin. Et puis enfin, les parties qui servent un petit peu à décrire comment on joue, pour expliquer un petit peu d'où on vient et comment... Ouais, c'est peut-être dangereux de dire enfin, parce qu'en fait, pour des gens qui ne connaissent pas,
je pense que c'est ça en fait la rubrique par où commencer. D'accord. Ouais. C'est C'est à la fois en fin et au c'est début, une forme quoi. de présentation aussi. Il n'y a pas de rubrique bonjour, moi c'est un tel. Ouais. Ici, pour se présenter, on va décrire une partie. D'accord. Et à travers cela, on va apprendre des choses sur les gens, sur ce qu'ils aiment, sur comment ils s'y prennent, quel est leur rapport au jeu de rôle, etc. Qui Mais sont ça, très ça importants. Finalement, ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle indépendant, ce que tu nous racontes là. Non, C'est la démarche de Silent Drift vis-à-vis du jeu de rôle indépendant. C'est en quoi est-ce que, à ton avis, cette démarche Silent Driftienne peut encourager l'indie en fait? Ben, c'est qu'on soutient toutes les étapes qu'un auteur travaillant seul ou en petit groupe pourrait avoir de la peine à faire tout seul. D'accord. Ok. Enfin, on soutient. Il n'y a pas de on, c'est chaque participant au forum peut décider ou non de participer à une discussion. S'il pense que ouais, S'il pense avoir quelque chose à apporter ou si pour autant il en a le temps. Donc c'est intéressant quand même parce que le forum là présente aussi un petit peu les étapes de création donc pour l'auteur indépendant. Quoi. Ah, d'accord, je vois le parallèle qu'il y a. Et donc je reviens à ma question de tout à l'heure, Voilà. finalement, comment on fait Finalement, pour... j'avais jamais ça, tu vois, j'avais jamais capté, tu vois. tu me l'expliques maintenant. Mais pourtant, c'est écrit dans les Dans- fondements du. Les Ouais, mais textes je l'avais jamais pris. fondateurs du- Oui, bien sûr, mais j'avais jamais Honte pris. à toi, Romaric. Je l'avais jamais, Futur poster sur Silent Drift, l'avais jamais- lisez l'étiquette et je l'avais l'esprit jamais du pris forum. aussi symboliquement que ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Dans la symbolique du truc en fait. Ça a vraiment D'accord. du sens en fait, Mais oui. la structure. Ouais, non, mais bien sûr, mais quelle erreur ai-je fait de penser que ça ne pouvait ne pas en avoir. Mais... Ouais, donc je reviens à la question que je t'avais posée tout à l'heure. À quelles conditions on peut avoir une rubrique d'auteur sur Ouais. Silent Drift? Alors, pour avoir une rubrique d'auteur, les conditions viennent de changer. Il s'agit en fait d'être auteur d'un jeu de rôle indépendant, comme on a discuté en début de podcast, et que ce jeu de rôle soit en fait terminé. Ouais. Terminé, ça veut dire que l'auteur est satisfait de la forme actuelle du jeu et qu'il le diffuse, qu'il est prêt à l'assumer en tant que jeu auquel on peut jouer. D'accord. Et ce qui n'exclut pas éventuellement après un certain nombre d'années d'en faire une deuxième édition D'accord. ou d'écrire des suppléments pour ce jeu. Mais que l'auteur soit arrivé à un stade où il dit ok, je suis satisfait de ce jeu, on peut y aller. Et alors, il suffit d'entrer en discussion avec moi, on en parle, on regarde si effectivement si c'est une bonne idée de faire ça. Et voilà, j'ouvre. Est-ce qu'il y a un jugement finalement sur la qualité du jeu? Alors effectivement, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne me permets pas d'opérer typiquement la distinction amateur-professionnel. Ouais. C'est pas à moi de juger la qualité du jeu. D'accord. Les seuls critères sont ceux de l'indépendance et du fait qu'il y a au moins un jeu terminé. D'accord. Ouais, non, mais c'est. Qui finalement illustre un peu le sérieux de l'auteur. Alors, ouais, vis-à-vis de la modération sur Silent Drift, donc toi, t'es le seul modérateur de Silent Drift. Ouais, Mis carrément. à part sur les rubriques d'auteurs indépendantes où là, à Là, ce je moment-là, n'interviens pas. voilà, c'est nous qui modérons, Frédéric et moi Ouais. pour les rubriques. Donc chacun modère sur sa rubrique à lui. Mais alors comment, souvent on te juge un peu sévère et austère de base quand on arrive sur le forum Silent Drift. Pourquoi avoir fait le choix de cette modération brutale T'as une modération brutale, Christophe. C'est clair. T'as tendance Peut-être pas le mot brutal. Bah, moi je le trouve brutal parfois. Peut-être dans sa- un petit peu... Brutal, ça voudrait dire que carré. je moleste les gens, que je les insulte et tout ça. Je suis sévère. Ouais, sévère, ouais. Mais juste. Excuse-moi. Sévère, sévère mais juste, ajoute Je Fabien. pense que je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Non, mais bien sûr. Donc ça serait brutal pour moi. D'accord. Mais effectivement, il y a des règles, il y a vraiment une charte qu'il faut lire et à laquelle il faut adhérer, parce que sinon, je modère. C'est pour moi la définition même de la modération. On a des règles et il faut un modérateur pour qu'elles soient suivies. D'accord. Mais autrement, je connais d'autres personnes qui sont arrivées sur le forum et qui en fait ont apprécié ce cadre parce que ça leur permettait en fait de prendre la parole, d'exposer un sujet et qu'ensuite les gens répondent
ça fait partie aussi de la modération. Oui. Si les Chacun gens viennent mettre viennent détourner un fil pour parler de toute autre chose, je débarque et je leur dis écoutez, il y a un tel qui avait une question à vous poser. Soit vous en parlez avec lui, soit vous allez ouvrir vos propres fils. D'accord. Et c'est cette modération qui fait la qualité de Silent Drift. Pourquoi ? C'est ce qui fait que, parce que la parole est encadrée et que ça en fait un vrai espace de travail où on peut trouver des réponses. Moi, d'habitude, je suis pas un grand fan des forums. Ouais. Je participe un petit peu à d'autres trucs, mais vraiment de manière extrêmement faible. Et Silent Drift, c'est le premier forum où j'ai envie de discuter parce que j'ai l'impression que ça m'apporte vraiment quelque chose et que c'est pas uniquement du show-off. D'accord. Voilà. Donc une bonne partie de la modération a effectivement comme objectif d'empêcher qu'on vienne ici pour se posturer, non, on dirait, se faire mousser. Se faire mousser, merci. C'est pour ça qu'il n'y a pas de smiley, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avatar, c'est pour ça qu'il n'y a pas de graphisme dans les signatures. D'accord. On n'est là pas pour se pavaner, on est là pour parler de quelque chose de concret. C'est d'être constructif. Alors là, effectivement, là je pense qu'il y a des auditeurs qui vont te dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il est sévère !» Et en fait, pour les gens qui auraient des questions à ce sujet-là, ou bien qui ne comprennent pas bien, qui ont comment participer, il n'y a aucun souci pour m'envoyer un message privé ou de poser une question ouverte dans la dernière rubrique dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Meta. Meta, ouais. Je réponds à toutes les questions. Et il n'y a pas de mal à poser de questions. Je préfère qu'on me pose des questions plutôt qu'on fasse un peu semblant de ne pas avoir lu D'accord. les règles du forum et puis qu'on espère que ça passe quand même. Parce que Ok. plus respectueux donc c'est vraiment de me poser des questions. Silent Drift, c'est pas un forum comme les autres, c'est vraiment un forum de réflexion et de travail. C'est pas Internet. Voilà. C'est pas. Oh la vache. Ok. Dans le sens où la charte, l'étiquette est vraiment mise en œuvre et est très particulière pour ce site. D'accord. Si j'ouvrais un autre site, ça ne serait pas la même, je pense. D'accord. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir sur quoi l'indie se fonde pour le travail. Silent Drift, c'est vraiment l'outil principal en France en fait de l'indépendance. Mais soyons quand même conscients d'un point. Ça, c'est maintenant c'est une vision que j'apporte moi à l'indépendant. Ouais. Et pour autant, je ne possède pas l'indépendant. Non, bah oui, bien sûr. D'autres personnes peuvent être indépendantes ou ouvrir d'autres sites indépendants. Et oui, bien sûr, il y a pas mal c'est tout aussi valable dans leur démarche indépendante. Ouais, il y a beaucoup d'auteurs indépendants qui ne sont pas sur Silent Drift. Oui, il n'y a pas de jugement de valeur de ce point de vue-là. Non, bien sûr, mais c'est quand même un outil formidable que tu mets à leur disposition. Merci. Enfin, voilà, donc faut quand même, ça valait le coup d'en parler. On a défini, pardon, on a défini un petit peu ce que c'était qu'indépendant. On a expliqué pourquoi chacun d'entre nous, ici autour de cette table, avait choisi ce mode de diffusion. On a expliqué les petits débats qu'il y a entre amateurs pro et indépendants. On a présenté son outil qui est Silent Drift. Je pense que maintenant les auditeurs ont un peu envie d'aller voir par eux-mêmes ce que ça donne. Aussi, je vais vous poser cette dernière question. Quels sont finalement les jeux indie que vous conseilleriez à nos auditeurs? Et quels sont les jeux indie qui vous ont vraiment marqué? Frédéric. Alors, eh bien, en ce qui me concerne, c'est d'ailleurs Christophe en fait qui m'a fait découvrir la plupart des jeux indépendants qui ne viennent pas de Silent Drift en fait, qui viennent plutôt de The Forge pour la plupart. Ouais. Le premier, vraiment, voilà, la première claque, mais une claque comme il faut, c'était Dogs in the Vineyard, voilà. Donc, jeu de Vincent Baker qui donc voilà, qui a un pitch qui a tendance à rebuter un petit peu au départ. Ce sont des sortes de prêtres, entre prêtres et shérifs mormons qui traquent le péché à travers l'Utah. Ouais. Et c'est un jeu qui a finalement une structure de base qui est relativement classique. On a un MJ, on a une préparation pseudo-scénaristique. D'accord. Il y a un système de résolution, mais la manière dont l'ensemble est conçu, amené, finalement règle énormément de problèmes que moi j'ai pu rencontrer pendant ma vie de rôliste, quoi.
Et ce jeu m'a tellement foutu une claque que finalement tous les jeux que j'ai pu créer après ont été gravement marqués par ce jeu-là. Ouais. Voilà. Moi je te rejoins là-dessus. Vis-à-vis de Dogs in the Vineyard, clairement, je trouve que le système est orienté vraiment vers une proposition, oriente la proposition des joueurs. C'est forcément, tu joues à ce jeu, tu dis forcément des trucs cool. Ouais. Tu fais forcément des trucs cool. Tu vas forcément faire des débats géniaux. Je veux dire, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je suis sûr que tu fais jouer le pire des demeurés à ce jeu-là, il va te faire une partie géniale. Et ça, je trouve ça excellent. Tous les débats sur savoir s'il y a un MJ qui est bon ou un joueur qui est bon ou un joueur qui est mauvais, se trouvent dépassés joueur, par le système. En fait, jeu. le joueur donne vraiment les moyens au MJ d'être bon sans avoir forcément 10 années de... C'est-à-dire le jeu donne les moyens aux joueurs autour de la table, qu'on soit MJ ou joueur de personnage, d'être bon en fait. C'est extraordinaire, c'est quand même fou, c'est un jeu qui rend intelligent. En fait, ça vient en grande partie du fait que sur The Forge, j'ai eu beaucoup de réflexions sur la nature du jeu de rôle, sur le rôle du système, des mécaniques de jeu. Et quand on parle de système, c'est pas forcément l'XP et le système de résolution, c'est la manière dont on va écrire des scénarios s'il y en a. Le rôle du maître de jeu, le rôle du maître du jeu, ses techniques à lui, et éviter les débordements sans pour autant faire quelque chose de sclérosant. Au contraire, on va on pousse la créativité, on la stimule, ça devient finalement une forme de game design très intelligent. D'accord. Vraiment très fin. Moi je suis frappé par ce jeu aussi, Dogs in the Vineyard, c'est vraiment extraordinaire. Il y en a un autre, peut-être que Christophe en parlera. Fabien, qu'est-ce que tu fous là en fait? Ouais, alors moi c'est vrai que les jeux de rôle indépendants auxquels j'ai joué, c'est les vôtres à vous trois quoi. Alors bon, voilà. Ça y est, on est démasqué. Le fanboy de mer. J'en ai lu quelques autres, mais le premier jeu de rôle indépendant auquel j'ai joué c'était Sens, au monde du jeu. Ça c'est fou. Où voilà, on était assis là dans cet immense hall où il faisait chaud, on entendait les fans de jeux vidéo qui hurlaient. Une des pires parties de ma vie. Il y avait et ça a juste été fou quoi. C'était magique. Je me souviendrai toujours de la fin. Enfin, je veux pas la raconter pour ceux qui font le scénar en convention de Sens, mais ça a été fabuleux. Et donc à partir de là, je me suis dit bon, ce serait quand même cool d'aller voir ce que c'est Silent Drift. Mais en dehors de ça, ouais, enfin après je peux dire du bien de vos jeux si vous voulez, mais vas-y, astique-nous le poireau trop, parce qu'après. Christophe, donc toi t'as un petit peu parlé de Pool tout à l'heure. Voilà, Pool est un jeu en fait pas vraiment terminé qu'on doit pouvoir trouver en googlant. C'est un PDF de. En googlant. Ouais, en faisant un coup de Google. D'accord. Ok. Romaric, mets-toi à jour. On est à l'internet. Oh putain, mais quel con celui-là en podcast. Je te réinviterai plus jamais. Tu resteras dans ta cave là, Silent Drift. Va administrer ton forum là et nous casse plus les boules. Ma purée. Vas-y. Jeu de boue blanc. Donc voilà, tu peux le trouver sur internet. Ça fait 4, 5, 6 pages, ça dépend. Il y a une version française qui est hébergée chez Frédéric. Je l'ai hébergé parce que on mettra éventuellement les liens en commentaire de ton podcast, ouais. de la diffusion du podcast. Ça marche. Du message sur le blog. Donc ce Pool déjà c'est assez extraordinaire parce que si tu réussis ton jet, c'est toi qui dis ce qui se passe. Tu peux de choisir de dire ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple tu fais un Cthulhu, tu lances ton dé. Si tu réussis, c'est toi qui vas dire au MJ ce que tu trouves comme indice. Genre tu peux dire le monstre en fait c'est Shumnigorat. Alors que le MJ il a prévu autre chose. C'est une façon d'aborder le pool, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. En fait on crée une intrigue au fur et à mesure. Chaque personne apportait un indice au fur et à mesure et on se démerdait pour que ça soit cohérent. Alors l'avantage de Cthulhu étant effectivement que de toute façon nos personnages deviennent fous. Donc on n'a pas besoin de vraiment apporter de réponse à la fin et puis on délire, on se fait bouffer par Cthulhu quand même parce que le canon veut ça. Ouais. Et tout le monde est content. D'accord. Tout le monde a vraiment participé à la création de la folie, du surnaturel. C'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré pour créer Innobable. Le jeu de rôle de Christophe. Enfin, je sais pas si tu l'avais dit. Si tu l'as dit. Tu avais dit que c'était ton jeu de rôle, celui que tu étais en train de développer. Voilà.
Ouais. Bon. Et dans les jeux américains, il y en a, je vais en parler de deux. Ouais. Le premier serait My Life with Master, Ouais. qui est quoi essentiellement le un jeu d'horreur gothique en fait. Dans le Horreur sens, gothique. horreur gothique, style 19e siècle. Les Frankenstein, vampires voilà, Frankenstein, le docteur Frankenstein, vampire, Dracula de Bram Stoker. D'accord. C'est juste. Ouais. Ouais, c'est juste. Oui. Pourquoi t'avais un Où, en doute? fait, toute la tablée commence par créer un maître tyrannique. Ce sera le personnage non joueur principal de la partie. Tout le monde participe à créer quelqu'un d'horrible, qui a un but horrible, qui a des besoins horribles. Donc vous aurez compris que là, on est en train de faire un My Life with Master avec Christophe qui joue le rôle du maître. Hein. Voilà. Et ensuite, ce personnage sera joué par le maître de jeu. Les joueurs, eux, créent des sbires. Chacun joue le sbire, un des sbires du maître. Donc moi, je serai Romaric Briand, l'auteur Voilà, de Sens, promoteur de Silent Drift. Voilà, Frédéric Sintès, Voilà. donc Moi, je suis le créateur fanboy. de divers jeux. Toi, t'es le fanboy de merde. Toi. Et essentiellement, le maître donne des missions dégueulasses aux sbires. Ils doivent aller dans un village, capturer des enfants pour les manger. Ou... On se prend des en baffes faire sur des Casino. On est un peu les croque-mitaines, quoi. Ah, c'est un jeu vraiment qui porte bien son éthique d'horreur gothique, son étiquette d'horreur gothique. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, les personnages peuvent en fait entrer en lien affectif, en des relations affectives avec les villageois, et surpasser la peur que leur inspire le maître, D'accord. jusqu'à aller à une révolte. Le jeu se termine en fait par une confrontation entre les sbires qui se seront révoltés Et le maître. et le maître. Et en fait, on finit par tuer le maître. Oh, comme c'est beau. Et à partir de là, le maître de jeu, en fait, symboliquement se tait. Et les joueurs racontent un épilogue pour leur personnage. D'accord. J'ai trouvé ça extrêmement... C'est symbolique en fait C'est comme jeu. très symbolique d'une part. Ouais. Et Tu es le maître. les règles La sont fin du maître de jeu dans le jeu de rôle, c'est ça? les Est-ce règles qu'il y a sont ouais, c'est un peu... il y a une Si on sim- veut, oui. Ouais. En tout cas, fin d'une relation abusive. Puisque le maître est dans une relation abusive, il peut y avoir des bons maîtres. Ouais. Et les règles sont très fines, ne s'intéressent que à voilà, les personnages ont 3 caractéristiques: le mépris de soi, la lassitude et l'amour qu'ils D'accord. portent pour des gens sains. D'accord. Et d'autre part, le jeu propose en fait des techniques de cadrage de scène vraiment inspiré, je pense, du cinéma ou du théâtre, où le maître de jeu est amené à clairement définir, voilà, ça c'est un début de scène, il y a tel et tel personnage en tel lieu, ils sont en train de faire ça, on joue. Puis après un moment, bam, il clôt la scène, claque et on passe à une nouvelle scène. D'accord. C'était pour moi le premier jeu qui m'a vraiment fait voir cette technique de maîtrise. D'accord. Et le deuxième Bah, jeu dont c'est vrai que dans ce jeu, on s'en fout de savoir si le tir en rafale fait un pourcentage de dégâts supplémentaires que tirer avec un Beretta ou un Magnum ou enfin ouais, voilà. On se focalise sur l'idée de créer une histoire qui va être poignante. D'accord. Et à base de... Et le deuxième jeu dont tu voulais parler, Christophe? Deuxième jeu s'appelle Polaris. Ouais. À ne pas confondre avec le Polaris Sous-marin. science-fiction sous-marine. Ouais, d'accord. Polaris ici est le nom de l'étoile polaire en fait. L'étoile du soir ou l'étoile du matin? Ça c'est encore autre chose, ça c'est Vénus. Ah d'accord. ok. Mais Non, l'étoile c'est polaire, c'est pas... Ah oui, non, c'est l'étoile polaire, c'est celle qu'on trouve en suivant la constellation de la Grande Ourse. Et qui Ah qui d'accord. nous indique le nord plus ou moins. Celle d'Ildad Polaris dans les Chevaliers du Zodiac. donc. Et on y Non, joue mais en fait. C'est très proche. Attends, Ouais, c'est très voilà. proche d'Asgard. On en fait. arrive à ça. Non. Le background, c'est finalement on joue les derniers défenseurs d'une civilisation au pôle Nord. Une civilisation médiévale, très raffinée, et qui ne connaissait pas le soleil. En fait, le soleil se lève alors que le jeu commence. Et
Tout fout le camp. Et tout fout le camp. C'est la décadence dans la ville. Les démons sont apparus, ont saccagé la ville. Alors, finalement, c'est un jeu tragique Ouais. où on va jouer des chevaliers qui défendent les derniers vestiges de la ville et de la civilisation du pôle Nord. D'accord. Et c'est... C'est assez... c'est très poétique comme jeu. Et là aussi, le système nous encourage à être poétique dans le sens où les conflits sont résolus en se servant de phrases. De phrases clés définies par les règles qui nous entraînent dans une spirale tragique en fait. D'accord. Une des premières phrases de conflit c'est seulement si. Seulement si. Et ensuite on amène sa proposition. D'accord. Je joue le démon, toi tu joues le chevalier. D'accord, ça marche, je joue avec toi. Je décris comment les démons se ruent sur toi et ton cheval. Et moi j'interviens et je dis seulement si tes démons perdent quelque chose ou je sais pas. Exactement. Ouais. Seulement si les démons je pourfonds les démons. Je pourfonds les démons un par un quoi. Et tu n'as pas invalidé le fait que tu étais submergé, et donc tu es probablement un peu blessé. Mais toi tu ajoutes seulement si finalement je m'en sors. Mais bien sûr moi je vais te dire seulement si en se faisant ton cheval est dévoré. D'accord. Donc on perd toujours quelque chose. Et en fait, chaque conflit est l'occasion de perdre quelque chose. Plus le chevalier veut quelque chose, plus il doit concéder quelque chose au démon. Et on est inexorablement attiré dans cette spirale tragique. Ouais. Et en fait le jeu se termine soit par la mort du chevalier, soit par sa désertion, par sa trahison de la cause qu'il défendait. Le jeu indépendant, c'est forcément des jeux intello comme ça où on a envie de... Oh, c'est pas très intello en fait. Une fois que tu y joues, ça devient une partie que j'ai faite était très Saint Seiya. Ouais, d'accord, oui. Des chevaliers qui volaient dans tous les sens, qui pourfendaient du démon. Oui, ou alors... ils sont tous morts à la fin, mais... Oui. ils ont tous trahi. Il y a aussi 316 qui a été traduit justement par 7ème Cercle, c'est ça? Ouais. Ah oui. Voilà, où c'est inspiré de Starship Troopers, donc on joue des marines de l'espace qui vont zigouiller de l'alien, mais comme des malpropres, quoi. Ils y vont... Pas forcément très intelligents en plus. Ça c'est... ouais, ça peut en effet être le cas, et puis mais le jeu est intelligent. Drôle, hein. Si les personnages sont un peu bébêtes, le jeu lui par contre est très malin. Mais le jeu a une finesse supplémentaire. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la découvrir. Découvrir parce que ça se joue en campagne. Mais voilà, on a tout ça. Enfin, pour nos auditeurs qui n'auraient pas compris cette private joke, c'est juste qu'on y a joué juste avant d'enregistrer ce podcast, mais qu'on n'a pas eu le temps de la finir la partie. Donc du coup, on a eu le temps de finir la partie, mais c'est en campagne qu'on découvre vraisemblablement toutes les subtilités du jeu. Donc pour ceux qui voudraient découvrir les jeux de rôle indépendants, il y a de la marge, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. On a parlé de Dogs in the Vineyard, on a parlé de Pool, on a parlé de Polaris, on a parlé de 3.16 qui vient d'être traduit par le 7ème Cercle. Donc voilà, on a parlé également un petit peu de nos jeux. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, il y a un autre jeu traduit qui est très simple, dont les règles tiennent en 2 pages, que n'importe qui peut télécharger en passant par ma rubrique sur Silent Drift, qui s'appelle Zombie Cinema. Oui. Qui a été écrit par un auteur finlandais plutôt que anglo-saxon pour une fois, qui propose en fait d'imprimer un petit plateau de jeu très simple sur lequel on va déplacer les pions des personnages et un pion de la menace zombie. C'est un jeu de plateau ça. Ça ressemble à un jeu de plateau et en fait ça nous mène à créer un film de zombies avec des règles très simples qui nous permettent de faire progresser les protagonistes ou des fois les faire se sacrifier pour sauver les autres. D'accord. Ça devient très cinématique. Et à la fin, les personnages qui se font bouffer par les zombies deviennent des zombies et donc leurs joueurs jouent les zombies. Ils ne sont pas éliminés de la partie, ils continuent à jouer avec les autres. D'accord. Ça se joue très bien, très facilement, c'est disponible gratuitement en téléchargement ou on peut aussi acheter tout le plateau sur le site de l'auteur. D'accord. Donc ça c'est pareil, on a eu l'occasion de le tester nous ici. C'est top. Hein. C'était super drôle, on s'est vraiment super marré. Tranche de fou rire et puis des moments un peu plus poignants. La sensation de faire vraiment des moments où on était proche au niveau des dialogues de Nanarland, tellement c'était bon quoi. Enfin, c'était vraiment à mourir de rire quoi.
Donc voilà, il y a de quoi découvrir hein, en termes de jeux de rôle indépendants. Tout est accessible. C'est maintenant à vous de participer, à vous d'aller voir, à vous de vous interroger sur le truc, de faire des petits tours sur Silent Drift, de lire les posts et de ne rien y comprendre. Donc voilà, à vous de jouer, à vous de faire de l'internet. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Rome, on avance. Oh my god. Après, je te fous une roastée à Magic. Vous allez me laisser faire mon présentateur, bordel. Allez, chut, chut.